Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct avec vous en ce jeudi 26 décembre pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est un petit peu comme les lendemains de Noël, c'est les restes. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais on va pouvoir parler politique encore avec la visite de Gérald Darmanin hier, qui est allé dans un tribunal et également dans une maison d'arrêt nettoyer les prisons et accélérer la justice, c'est son souhait. Manuel Valls, toujours raillé par la gauche depuis sa nomination. Et puis les sujets d'actualité qui vont être passés en revue par les débatteurs du jour. Jean-Philippe Dugouin-Clément, bonjour. Vous êtes là aujourd'hui, maire UDI de Mennecy, et vous êtes également vice-président de la région Île-de-France. Georges Kuzmanovic ne devrait pas tarder à nous rejoindre, président de République Souveraine. Florian Gérard Mercier, bonjour, directeur des études du Millénaire. Et Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreul, et vous êtes membre du bureau national du PS. Bonjour Valérie. Quel PS. Quel PS. Je vous taquine à chaque fois. Mathieu, je vais vous proposer de jouer encore. C'est le dernier jour aujourd'hui, je crois. Non, jusqu'à demain. Il y a encore des cadeaux au pied du sapin de Noël, le grand sapin de Noël Sud Radio qui vous a distribué énormément de cadeaux. Vous pourrez peut-être gagner un séjour en famille au parc du Futuroscope pour 2 adultes et 2 enfants, une carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets, le vent à la française, la marque des bracelets mixtes d'excellence 100% français. Vous nous appelez au 0826 300 300 et nous prendrons le 12e appel. Voilà, j'ai décidé, et on vous donnera évidemment, on prendra le gagnant ou la gagnante en ligne avec nous. J'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël les uns et les autres. Oui. Absolument. Baptiste, oui. On se plaint pas. Père Noël est passé chez vous aussi. J'ai dû être sage. Voilà, vous avez dû être sage. Allez, on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mais commençons avec vous, Florian. C'est un coup de cœur ou plutôt un coup de projecteur ou un rappel de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, donc 26 décembre, ça fait 20 ans jour pour jour qu'il y avait eu le grand tremblement de terre à Sumatra, suivi d'un tsunami terrible, qui a été un des tsunamis les plus meurtriers, et en fait le plus meurtrier depuis. Et pourquoi c'est un coup de cœur, c'est parce qu'il y a eu un réveil dans la communauté scientifique suite à ce tsunami dans l'océan Indien, et des efforts majeurs ont été conduits pour installer tout un système d'annonces et d'alertes précoces, y compris dans le bassin méditerranéen, de sorte que toutes les personnes qui sont dans les zones côtières puissent être alertées beaucoup plus tôt et beaucoup plus efficacement en cas de risque de tsunami. Et c'est aussi pour ça que dans les 20 dernières années, il y a eu beaucoup moins de telles catastrophes. Et donc, peut-être pour dire qu'on parle souvent des catastrophes naturelles comme étant des choses inévitables, etc. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, c'en est une. Voyons ce qui pourra être fait, par exemple, aussi à Mayotte pour reconstruire de manière plus résistante, et que ce type de catastrophe ne puisse pas se reproduire, en tout cas, ne soit pas du tout de la même ampleur. Pas de la même ampleur avec les mêmes dégâts, mais effectivement, à Mayotte, si on veut évoquer Mayotte, c'est aussi les habitats qui n'étaient pas du tout adaptés à cela. Effectivement, on a vu qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été mises en place dans différents endroits pour éviter ce genre de catastrophe à nouveau, et on pense effectivement à tous ceux qui étaient sur place et à nos compatriotes de Mayotte. On pourra en reparler également. Jean-Philippe, vous, c'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur parce que dans un monde où on est toujours c'était mieux avant, il n'y a rien qui va, la jeunesse fonctionne pas, qui est totalement dépressive. Moi, je me suis laissé toucher par l'esprit de Noël. J'ai envie d'être positif, optimiste. Et il y a un exemple dont je voulais parler qui est un jeune Français de 25 ans qui s'appelle Alan Prett et qui est le plus jeune Français à être rentré à la NASA. C'est un jeune homme qui a grandi en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, franco-sénégalais. Sa maman était femme de ménage. C'est un exemple de réussite républicaine. C'est un jeune qui a fait ses études en prenant 4-5 heures de transport par jour, que rien ne prédestinait à pouvoir accéder à ce niveau de réussite, qui a été touché par l'envie d'aller vers l'espace sur un voyage scolaire en CM1 où on a eu la possibilité de regarder, je crois, Jupiter par télescope, et ça l'a poussé à
aller faire ses études, à aller travailler, alors que son milieu social, rien ne le prédestinait à ça. Comme quoi, moi je crois profondément qu'on est dans un pays où on peut encore arriver à avoir des réussites absolument exceptionnelles. Il a 25 ans aujourd'hui, il fait partie des 30 Français, il n'y a que 30 Français qui travaillent à la NASA. Il a été le plus jeune à 23 ou 24 ans à rentrer là-bas. Aujourd'hui, il habite en Californie. Il revient en France, notamment il a été faire des présentations devant les jeunes du lycée où il a été scolarisé. Voilà, moi je trouve que c'est un très bel exemple et ça montre en ces périodes que face au défaitisme, face à cette espèce de climat nauséabond, il y a des jeunes qui ont faim, il y a des jeunes qui ont envie, il y a des jeunes qui réussissent et on est dans un pays où quand quelqu'un a envie de se donner les moyens, eh bien la société, la structure de l'État français permet encore de l'accompagner. Oui, ça vous parle, Baptiste? Oui, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est pour ça que j'ai un peu peine moi à évoquer un coup de gueule. Mais non, bon, mais une réaction peut-être sur ce que vient de dire, Jean-Philippe, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut être fier et dire que tout est possible. Oui, et c'est bien de l'évoquer parce que c'est vrai qu'on parle souvent de ce qui va mal et on a du mal à évoquer les réussites françaises et les parcours aussi de ces jeunes et je trouve que c'est très bien de l'évoquer. J'imagine, pareil. Oui, on ne peut que féliciter ce jeune homme qui a réussi et qui est dans l'excellence. Alors Baptiste, vous c'est un coup de gueule, mais bon. Voilà. Bon, pour finir 2024 et après en 2025, j'essaierai d'être plus optimiste. Oui, c'est un coup de gueule sur la disparition d'un ministère dédié à la politique de l'enfance. Voilà, c'est un peu regrettable. Je sais que la période politique est difficile, mais bon, voilà, déjà à l'occasion du gouvernement Barnier, il y avait eu un oubli sur les personnes en situation de handicap. Ouais. Là, c'est la question des enfants, et alors qu'on a eu quand même beaucoup, se sont fait jour beaucoup de dysfonctionnements s'agissant de la politique de la petite enfance, que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, peine véritablement à répondre à toutes les urgences qui concernent ce public. Je trouve assez regrettable qu'il n'y ait plus un ministère dédié, et notamment aussi parce que cela nous aiderait à tracer une ligne directrice, parce que nous savons que en la matière, ce sont les départements qui sont chefs de file. Nous savons aussi le contexte budgétaire dans lequel qui va voir encore restreindre les moyens aux collectivités territoriales, et donc accentuer les disparités territoriales, parce que selon les départements, la prise en charge des enfants n'est pas la même, et je crois que c'est pas acceptable. Donc voilà, c'est un coup de gueule, et je souhaite qu'effectivement il y ait un rattrapage pour en tous les cas faire apparaître cette problématique, cette thématique, et faire en sorte que les associations aient dans un interlocuteur. Alors moi, je pensais que c'était inclus dans le ministère de Catherine Vautrin, mais à ce stade, les associations avec lesquelles j'ai pu échanger m'ont dit que ça n'était pas le cas. Donc il faudra voir les décrets d'attribution. Oui, parce qu'on avait eu Aurélien Taquet. Il y a eu Aurélien Taquet, il y a eu Charlotte Cobel, même plus anciennement, il y avait eu Laurence Rossignol. Donc voilà, c'était plutôt un progrès d'avoir maintenant un interlocuteur dédié, et je trouve que ce serait dommage de ne pas en avoir. Alors après, on est plein de paradoxes, on souhaite toujours des gouvernements resserrés, et puis on pointe tel ou tel manque, mais je crois que surtout ce qui est important, c'est d'avoir un interlocuteur dédié pour les associations, pour les enfants, pour les familles, et puis de tracer encore une fois des lignes directrices claires. Sont effectivement les conseils régionaux qui sont en charge aussi de ce problème de l'enfance. Alors, départementaux, pardon. Et ce qui est particulièrement problématique, parce que les départements aujourd'hui sont exsangues, alors certains plus que d'autres, mais la crise de l'immobilier qu'on connaît, qui est sans précédent depuis 80 ans, constituait une très grosse part, les ventes immobilières, les cessions immobilières, et ce qu'on appelle les droits de mutation, les taxes sur les droits de mutation, les DMTO, ça constitue une très grosse part des recettes des départements, et les départements aujourd'hui ont des recettes qui diminuent. Un département comme l'Essonne, mon département en Ile-de-France, voit son niveau de recettes diminuer cette année par rapport à l'année dernière. Pas en euros constants, c'est une diminution de recettes nettes, alors que dans le même temps, notamment dans des départements plus urbains, on a ces dépenses qui augmentent, notamment sur l'aide à l'enfance, mais pas uniquement, toute la prise en charge du RSA, qui est aussi quelque chose qui est pris par les départements. Il y a un niveau de dépenses captives qui est extrêmement fort, et on a un effet ciseau qui risque d'amener certains départements à ne plus pouvoir faire face aux obligations
obligations qui lui sont confiées par l'État et qui ne sont pas compensées. Et qui sont et les obligations de l'État qui ne sont pas respectées. Peut-être que vous voulez aussi réagir sur ce sujet. On voit qu'il y a eu quand même un certain nombre d'affaires qui ont été à la une de l'actualité avec des enfants qui étaient à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance en particulier, et où les choses ne bougent pas depuis des années, Florian. Oui, c'est sûr que, en fait, il y a un vrai sujet sur les services publics en général. C'est ça le sujet. C'est que ça fait quand même des décennies que les prélèvements augmentent, que les cotisations augmentent, et que, in fine, les services publics baissent. Et en fait, les Français, je pense, se posent la question d'où va leur argent. Et en l'occurrence, sur la petite enfance, eh bien, c'est le type d'action où il faudrait que l'action publique soit peut-être plus focalisée. Aujourd'hui, l'État cherche à faire peut-être trop de choses. Enfin, l'État et l'ensemble des collectivités cherchent peut-être à faire trop de choses. Et à force de faire trop de choses, on les fait mal toutes. Mais là où je rejoins Baptiste, c'est sur bien un réel problème de petite enfance, d'enfants qui sont aujourd'hui complètement abandonnés. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui sans abri. Je crois que c'était plus de 2000 qui attendaient encore un toit. Donc voilà, je veux dire, c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas comprendre que l'État se désintéresse. Moi, c'est un sujet sur lequel je pense qu'il faudrait, pour le coup, envisager une nationalisation de cette politique, parce que sa départementalisation dans le contexte actuel pour les collectivités territoriales est un problème, parce que l'État ne garantit pas l'égalité de traitement des enfants selon leur lieu d'habitation, et je trouve ça scandaleux. Donc voilà, je pense qu'un sujet comme celui-là doit faire partie des urgences. Vous avez raison d'aborder la question plus générale des services publics, mais à un moment donné, moi je considère que cette politique devrait presque être une politique régalienne de l'État, parce que il s'agit de l'avenir de notre population, de l'avenir du pays, et donc on ne peut pas s'y désintéresser. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant, et Georges Kuzmanovic sera avec nous tout de suite après la pub. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous en direct en ce jeudi 26 décembre avec Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. On vous a retrouvé, Georges, bonjour. Florian Gérard Mercier, directeur des études du millénaire, et Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreul et membre du bureau national du PS. Avant de reprendre nos débats, nous avons notre gagnante, c'est Marielle. Bonjour Marielle. Bonjour Valérie. Bonjour, vous avez gagné, vous avez fait le 0826 300 300 et vous pouvez tous tenter votre chance toute la journée sur Sud Radio. Tout s'est bien passé pour vous, Noël? Oui, très bien. Oui, très bien. En famille, c'était super. C'était super. Il y avait quoi au menu? Ouf, du foie gras, truite saumonée, du poulet farci, des pommes dauphines, des bûches. Bon, ça va, il y avait de quoi faire. Alors, alors, vous méritez un cadeau. C'est vous qui avez fait la cuisine ou pas? Une partie. Une partie. Alors, voilà. on va découvrir votre cadeau au pied du sapin. Alors, vous avez gagné une montre intelligente smartwatch avec elle, en plus d'être très élégante, vous pouvez rester en contact avec les autres, allumer votre performance en running si vous courez, ou encore lire vos SMS sur cette montre, et vous êtes offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Vous allez voir, elle est magique cette montre. Vous allez la garder ou il vous reste des petits cadeaux à faire? Non, je vais voir comment elle est, mais c'est intéressant, j'en ai pas, donc voilà. Pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité à Sud Radio, Marielle. Merci à vous et passez de très bonnes fêtes. Il reste le 31, vous pouvez aussi faire des cadeaux pour le 31. Alors, on va continuer notre tour de table avec vous, Georges. Il reste votre coup de gueule. Bonjour à tous, désolé pour les problèmes de connexion. Mais écoutez, je vous ai attrapé quand vous parliez d'avenir du pays, et j'ai alerte sur un des sujets qui m'intéresse beaucoup, qui est celui de l'industrie. Il y a eu le rapport Draghi qui est sorti, qui a été ralenti, devait sortir avant les élections européennes. Il est sorti après les élections européennes sur l'état de la compétitivité et de l'industrie en Europe. Il était très très mauvais, évidemment, c'est pour ça qu'il a été différé. Depuis, on a eu la crise politique qu'on a en France, et la situation est toujours
absolument catastrophique, avec un nombre record de fermetures encore et encore de mois en mois d'entreprises, de petites entreprises, de délocalisation de grandes entreprises, d'industrialisation qui n'est que de la communication gouvernementale. Et c'est un problème qui est structurel. Et mon coup de gueule, c'est que la classe politique, en particulier nationale à l'Assemblée et au Sénat, semble s'en désintéresser totalement et est perdue dans des guéguerres politique, de ticaillerie, de boutiques. La situation est en fait grave. C'est très étonnant, cette distance. Et même, on l'analyse avec des économistes de gauche, de gauche républicaine, comme David Kaila. Le programme du nouveau Front populaire, parce que je suis de gauche, est délirant. Il ne s'intéresse pas à la productivité, il ne s'intéresse pas à l'industrie. Il n'y a même pas le mot nationalisation, il n'y a même pas les mots qui parlent de l'économie qu'on a d'habitude. C'est juste de la redistribution, des taxes et des trucs ici et là. Chez les autres, c'est moins de taxes et redistribuer autrement, mais la production semble être sortie du débat public. C'est un grave problème pour l'avenir du pays. Alors, on ne pourra rien faire, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir une politique pour l'enfance s'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas quoi taxer, ou si on ne produit pas. D'ailleurs, il n'y aura pas d'autres types de politique. C'est le problème, et structurel et fondamental. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait sûrement sortir des traités de libre-échange, ou en tout cas les réformer tels qu'ils sont faits au niveau de l'Union européenne. Nous avons la zone économique qui est la plus ouverte aux 4 vents. Je vois que certains rient, mais les États-Unis ou le Japon ont des politiques protectionnistes très très violentes pour conserver leurs industries. D'ailleurs, c'est pour ça que, entre autres, d'ailleurs que ce soit Biden, Trump ou avant Barack Obama, c'est pas ou un problème sur leurs industries de compétition. Là, qui coûte 120 milliards par an pour conserver un peu de compétitivité à nos entreprises, c'est un problème. Et puis surtout, on n'a pas la volonté politique réelle de réindustrialiser le pays. Alors, je vous ai vu réagir. Oui, non, parce que les traités de libre-échange, c'est vraiment quand même le marronnier. Non, le point des traités de libre-échange, c'est que justement, c'est censé nous forcer à nous réformer. Mais le problème de la France, c'est qu'on est rentré dans ces traités de libre-échange sans jamais se réformer. Et pour ce qui est des États-Unis, ils mettent des taxes à l'import, etc., mais principalement contre la Chine. Donc c'est pour se protéger des pratiques non concurrentielles. Et là-dessus, il est vrai que l'Union européenne a un certain nombre de leviers qu'elle devrait mettre en œuvre, avec par exemple une taxe carbone sur les importations pour éviter le dumping climatique. Et ça, c'est des choses sur lesquelles elle commence à travailler, mais où il y a toujours les Allemands qui bloquent. Bon, c'est des sujets compliqués. Mais vraiment, si on se focalise sur la France, c'est juste que la France, au fond, n'est pas accueillante pour les industries et pour le business. Quand on voit qu'on a encore des taxes sur la production. Aujourd'hui, il y a des taxes sur la production spécifiques, c'est quelque chose qu'on a envie d'attirer, et ben on le taxe en particulier. C'est quand même un monde. Il y a le problème du coût du travail. On est en retard sur la robotisation. Dès qu'on veut construire une usine, il faut de la paperasse. On se retrouve enterré sous les papiers, justement parce que il y a des recours. Il faut demander telle autorisation, etc. Les normes sont extrêmement complexes. Donc, si on est vraiment sérieux sur la réindustrialisation, il faudrait par exemple mettre en place des lois d'exception, un peu comme pour la reconstruction de Notre-Dame, où on s'affranchit un petit peu de certaines règles, etc. Et le dernier point, pour conclure, c'est sur le coût de l'énergie. On a eu en France cet avantage d'avoir une énergie peu chère et stable pendant des décennies. Et puis, depuis François Hollande et continue avec Emmanuel Macron, la politique anti-nucléaire a fait qu'on a en grande partie perdu cet avantage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité est un vrai sujet, puisque les industries sont très consommatrices d'énergie, d'eau, de différents intrants. Et en fait, c'est sur ces leviers-là aussi qu'il faudrait agir. Ouais, mais c'est vrai, mais sur l'énergie, mais pour le reste, je disais, c'est vrai pour l'énergie,
Mais je rappelle que on a un pays qui est à côté de chez nous, qui s'appelle l'Allemagne, et la Commission européenne qui tente de s'aborder EDF depuis un certain nombre d'années. Donc, effectivement, François Hollande et avant Jospin et Emmanuel Macron ont sabordé le nucléaire français, mais nos voisins nous aident considérablement en ce sens-là. Et puis, quand on parle d'ingérence russe, on devrait s'intéresser à qui a financé nos verres, puisqu'on sait maintenant que les verres allemands ont été financés indirectement par Gazprom pour pousser à l'arrêt du nucléaire en Allemagne. Mais ceci étant dit, le reste, monsieur, c'est une farce. J'entends cette histoire de réforme depuis depuis que j'ai 18 ans. Et sous Nicolas Sarkozy, c'était pareil. Emmanuel Macron, c'est le plus grand candidat de la réindustrialisation des banques qui n'a rien fait. Donc, comment ça se fait? Mais vous savez, le problème, c'est justement ces traités de libre-échange font que le coût du travail en France, et avec le niveau de l'euro tel qu'il est, n'est pas compétitif avec un ouvrier moldave. Et si vous ouvrez la Moldavie, après la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, allez savoir un jour l'Ukraine, vous n'aurez pas d'industrie en France dans le contexte actuel. Mais si, le principe c'est de monter en gamme. Non mais désolé, mais le principe c'est de monter en gamme. Bon. C'est de monter, oui, mais de monter en gamme. Mais non, mais parce que l'Allemagne. Bon. Alors, on va pas vous Regardez mettre... l'Italie. D'accord. L'Italie réussit à avoir une industrie. Non, mais l'Italie a avoir une industrie et elle ne fait pas que de la montée en gamme. Ils font des petites choses. Les Allemands font des Playmobil. Vous savez, les Playmobil, c'est des bouts de plastique. Il y a ils font des petites choses. Les Playmobil, technologie. Ils le vendent aux Chinois. Donc, y arriver d'une manière ou d'une autre. Et il y a quand même aussi des règles et des régulations en Allemagne, il me semble. Bon, on va avancer, dans notre programme. Peut-être un mot, puisque le gouvernement est quand même tout neuf. Qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement? Il a 48 heures. Pardon, peut-être Baptiste. Oui, bon, moi je n'avais pas d'a priori négatif sur François Bayrou qui, j'allais dire, a toujours porté un certain nombre de thématiques dans le débat public, a pu d'ailleurs par moment de son parcours politique soutenir des candidats socialistes. Par contre, j'allais dire que maintenant nous sommes dans l'attente de la feuille de route de ce gouvernement, parce que nous avons passé beaucoup de temps à commenter le casting. Il y a toujours des choses à dire sur les choix de tel ou tel pour incarner telle ou telle politique publique. Par contre, nous sommes en attente sur la feuille de route. Le Parti socialiste a fait... Vous ne connaîtrez pas avant le 14 janvier. Pas avant le 14 janvier, mais nous avons fait des propositions pour justement aboutir, j'allais dire, à un pacte de non-censure, ou en tout cas de permettre la stabilité du pays. Parce que vous avez évoqué la question de la politique industrielle, mais cela fait maintenant 1 an que nous n'avons pas pu avancer sur un certain nombre de sujets sur lesquels les Français sont en attente. Donc nous avons fait des propositions dans l'intérêt des Français et à ce moment nous n'avons pas de réponse. Donc moi je suis quand même extrêmement préoccupé par cela et je considère que François Bayrou a la responsabilité de mettre fin finalement à l'accord tacite qui avait eu lieu sous le précédent gouvernement de Michel Barnier, qui avait beaucoup concédé à Marine Le Pen pour au final connaître le sort de la censure. Donc je pense qu'il faut maintenant aussi tendre la main à une autre partie de l'hémicycle, et encore une fois dans l'intérêt des Français. Donc moi c'est là-dessus que je suis en attente maintenant que, j'allais dire, François Bayrou lève le voile sur ses intentions. Qu'est-ce que vous en attendez, vous François Bayrou, il a proposé son gouvernement, il a 15 jours pour essayer de négocier, de trouver un équilibre et de ne pas être censuré le 16 janvier quand M. Mélenchon déposera sa motion de censure. Alors, il y a une chose qui est importante pour lui, c'est déjà d'avoir consolidé une majorité relative de bloc central, ce qui n'était pas quelque chose d'évident, avec notamment LR qui n'avait pas forcément envie de rester dedans, qui reste dedans en disant du mal, quand on prend les déclarations de M. Wauquiez notamment. Mais la réalité est que ce bloc qui représente 215-220 parlementaires, qui est le premier bloc à l'Assemblée,
est resté groupé, ce qui n'était absolument pas garanti. Maintenant, s'il veut éviter une censure, la censure, elle peut venir soit du Rassemblement national, avec des discours totalement divergents entre Madame Le Pen et ses affidés d'un jour à l'autre. On dit que censure préalable, pas de censure préalable, enfin on est sur un grand écart. Ou elle peut venir de la gauche, et le sujet, c'est est-ce que le Parti socialiste est capable de rentrer. Le Parti socialiste ne rentrera pas dans un gouvernement, ils l'ont toujours dit. Le Parti socialiste a dit, s'il n'y a pas de Premier ministre de gauche, on ne rentrera pas, on ne participera pas. Mais est-ce que le Parti socialiste est capable d'avoir, de s'autonomiser, de se libérer de Jean-Luc Mélenchon et de LFI, en acceptant sur un certain nombre de points de discuter. Moi, mon sentiment, c'est que je ne suis pas convaincu pour des questions pas programmatiques ou idéologiques, mais pour des questions électorales. Je pense que le Parti socialiste aura beaucoup de mal à reprendre un leadership à gauche qu'il a concédé à l'extrême gauche depuis quelques années. La question n'est pas celle-là. La question n'est plus celle-là. Et vous savez, Valérie me connaît, je n'ai pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, été un fervent défenseur de l'alliance avec la France insoumise, dont je ne partage pas la ligne politique, ni les outrances, ni la manière de faire. Et la stratégie du bruit et la fureur a conduit la gauche dans une impasse. Et donc il est temps d'en sortir. Et moi je suis content. Finalement, nous avons eu raison avant d'autres quand nous affirmions à quelques-uns au sein du Parti socialiste qu'il fallait s'affranchir de la France insoumise. Mais la question n'est plus celle-là. Le Parti socialiste a fait un pas majeur en direction du président de la République et en direction du président de la République dans un premier temps, puisque effectivement nous avions prôné le choix d'un Premier ministre de gauche. Ça n'a pas été le choix du président de la République et j'allais dire c'est sa responsabilité. Mais maintenant qu'il y a un Premier ministre, nous continuons de dire que dans l'intérêt des Français, si le Premier ministre fait des pas en notre direction sur la réforme des retraites, sur le pouvoir d'achat, nous sommes prêts à discuter. Donc la question n'est pas celle de l'autonomie vis-à-vis de la France insoumise. D'ailleurs, vous avez bien vu les déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui ne sont très loin d'être agréables à l'égard d'Olivier Faure et de tous les socialistes. Parce que c'est pour ça que j'espère que vous ne vous coucherez pas comme vous l'avez fait depuis 2 ans. La question, encore une fois, n'est pas de se coucher. La question, c'est qu'est-ce que le Premier ministre met dans le panier de la mariée. Si le Premier ministre ne nous concède absolument rien, alors que nous faisons des propositions, nous faisons un courrier de 5 pages en mettant plus de 40 mesures, si le Premier ministre ne reprend aucune de ces mesures, dans ces cas-là, nous ne sommes pas dans le compromis, et dans ces cas-là, chacun prendra ses responsabilités. Mais encore une fois, moi je souhaite que le Premier ministre nous entende. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Quelques mots encore sur le nouveau gouvernement et puis on va revenir plus précisément sur les premiers mots des ministres, les premiers engagements et en particulier celui de Gérald Darmanin qui souhaite augmenter le budget de son ministère. Enfin tous, ils voudraient augmenter le budget de leur ministère. Un mot peut-être sur le gouvernement pour vous qui êtes un observateur de la vie politique, Florian. Oui, je pense que la volonté de François Bayrou était de construire un gouvernement avec des personnes d'action, des personnes expérimentées. C'est ce qu'il a réussi à faire. En fait, il y a toujours une tension un peu. Est-ce qu'on cherche à avoir un gouvernement où on fait rentrer des gens qui apportent des députés, qui apportent des soutiens. Donc ça va être des profils plus comme Bruno Retailleau à l'époque de Barnier, puisqu'il apportait d'une certaine manière le soutien du Sénat. Mais bon, après, il a pris complètement son envol d'une certaine manière et il a été reconduit aussi pour son action et pour sa popularité. Ou de l'autre côté, des personnalités qui ne pèsent plus électoralement, comme par exemple Manuel Valls, mais qui ont une expertise et une connaissance des dossiers et une capacité à les porter reconnue. Voilà. Et donc derrière la question de la censure, on s'est posé la question. Nous, ce qu'on voit, c'est que probablement qu'il n'y aura pas de censure dès le 16 janvier, parce que il n'y a pas vraiment de raison de le faire. Puis ce serait surtout dans le cas de Marine Le Pen, ce serait quand même complexe de recensurer une deuxième fois alors qu'il n'y a même pas encore vraiment de budget qui aurait été présenté et voilà. Et derrière,
François Bayrou, qui a une capacité dans son parcours politique à sinuer un peu d'un bord à l'autre, va peut-être réussir. Enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'il a été mis là. C'est pour de trouver des majorités de projets. Donc peut-être que sur certains cas, certaines lois, il va se tourner plutôt vers le PS, et sur d'autres, il va plutôt se tourner vers le RN. Et est-ce qu'on peut appeler ça des gages? Je sais pas, mais en tout cas, ça va vraiment se jouer au Parlement dans la négociation un peu texte à texte. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne fera pas appel en fait au 49.3, en tout cas en dernier recours, pour éviter c'est un peu ce point où tout se focalise sur un sujet et où il peut y avoir censure. Georges Kuzmanovic, en ce qui concerne le Parti socialiste, je rappellerai notre camarade socialiste que le Parti socialiste a des élections municipales qui arrivent comme les autres et que ça sous-tend toutes les relations avec la France insoumise vu la dernière fois, et que s'il y a un conflit avec la France insoumise, il y aura pas ce que vous attendez en conseillers municipaux et en maires. Mais ils ont déjà annoncé des listes contre nos maires socialistes à Nantes, à Montpellier, à Lille, etc. Donc encore une fois, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais si, je connais la boutique, c'est comme ça. Je la connais très bien aussi, je pense. Oui. Et donc, concernant le gouvernement, c'est un gouvernement Walking Dead. C'est la ressuscité macroniste. Ce sont des gens qui c'est de la Macronie chimiquement pure, avec des vieux machins comme Valls et Rebsamen qui ont été rajoutés. Ils annoncent un budget qui va être conforme à celui qu'a proposé Michel Barnier. Donc, ils ont mis Darmanin et Retailleau pour satisfaire un peu Marine Le Pen, mais ils ont le couteau RN sous la gorge, et ils trancheront quand le RN aura besoin politiquement de trancher. Le gouvernement est un gouvernement mort-vivant déjà. Ouais, Florian. On a surtout quand même le couteau des marchés financiers sous la gorge. Donc, je veux dire, c'est ce budget et tout le contexte actuel doit être compris dans ce cadre-là. Ouais. Pourquoi est-ce que François Bayrou ne peut pas de but en blanc dire on jette la réforme des retraites, parce qu'il faudra trouver 10 milliards de plus. Voilà, c'est toutes ces questions-là. Il y a un principe de réalité qui est là. Qui est qu'on a une courbe tous les jours qui est le taux d'intérêt sur la dette française, et que si jamais ça venait à s'envoler comme sur la dette grecque, italienne, etc. en 2012, la crise qu'on traverse ne serait pas seulement politique, mais bien plus grave et plus profonde. Oui, donc c'est Emmanuel Macron qui est responsable, avec 7 ans d'Emmanuel Macron, et donc il rajoute une nouvelle équipe Emmanuel Macron. Donc oui, même par rapport à votre question, ça risque de mal se passer. Mais je ne sais pas si c'est une équipe Emmanuel Macron, je ne sais pas dans quelle mesure. Aujourd'hui, je crois que c'est Franz-Olivier Gisbert qui avait cette analyse en disant aujourd'hui, il est out, quoi. Il n'a plus vraiment de pouvoir. La preuve, c'est Valls. Oui, c'est ça. Parce que Valls, quand même, il a été constant dans sa volonté de rejoindre un gouvernement d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'a toujours rejeté. Absolument. Emmanuel Macron le déteste. Donc le fait qu'aujourd'hui Emmanuel Valls soit au gouvernement, c'est la preuve que c'est quand même François Bayrou qui a aussi fait certains choix, très clairement, et qui a imposé certains profils. Et puis c'est la preuve c'est aussi la preuve qu'Emmanuel Macron est très intelligent, et qu'il a mis Emmanuel Valls qui va encore plus provoquer le Parti socialiste. Vous savez, il lui reste toujours l'article 16. Et si jamais à nouveau ce gouvernement s'effondre, Macron, qui a un hubris colossal et qui se voit au centre du jeu politique, pourra le déclencher. Pourquoi pas. Fondamentalement, les institutions de la Ve République font que le président n'est pas extérieur au jeu politique et ne le sera jamais. Mais aujourd'hui, à mi-deuxième quinquennat, alors qu'il ne peut pas se représenter, on se rend compte quand même que tous les acteurs politiques, y compris ceux qui faisaient partie de la maison commune, jouent la suite en 2027 ou avant, si ça devait devenir avant, mais que ce soit Attal, que ce soit Édouard Philippe, que ce soit Wauquiez, Retailleau, Bayrou lui-même, ils visent tous l'élection suivante. Et le poids politique du président est totalement ténu, c'est totalement effiloché, y compris par rapport à beaucoup de ses députés, qui ont quand même été sacrifiés en l'espace de 5 minutes, le jour où il a décidé de dissoudre de manière surprenante, en appuyant sur un bouton rouge sans consulter personne. Donc on voit bien que le poids du président de la République, institutionnellement, il reste. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est brillant, qui sait utiliser les outils, mais concrètement, politiquement, il est de
plus en plus faible. Après, sur ce gouvernement, moi, il y a quand même une chose que je trouve intéressante, c'est que dans les choix qui ont été faits par le Premier ministre, ce qui n'est pas d'ailleurs sa caractéristique première, c'est d'appuyer beaucoup sur le régalien. Quand il fait rentrer Manuel Valls ou Rebsamen, qui sont des personnes de gauche, mais qui ont toujours été forts sur la question régalienne, sur la question d'autorité, sur la question de laïcité, l'un comme l'autre. Je rappelle que François Rebsamen, pendant des années, c'était le monsieur sécurité au PS, il se destinait, il avait l'aménagement d'un côté et la sécurité de l'autre. C'était quand même un peu ces deux jambes. Manuel Valls est la figure d'autorité des 10 dernières années à gauche, qui lui a valu des inimitiés extrêmement fortes. Et de l'autre côté, on retrouve Retailleau qui est maintenu sur des thèmes, enfin on ne peut pas dire que Bruno Retailleau soit quelqu'un de mou sur les questions sécuritaires et d'autorité, et surtout Gérald Darmanin qui vient à la justice comme garde des Sceaux. Mettre un ancien ministre de l'Intérieur garde des Sceaux, quand il a été pendant 4 ou 5 ans à l'Intérieur, où il a passé mois après mois son temps à dénoncer ce qui pour lui était des dysfonctionnements, rapport intérieur-justice qui ne fonctionnaient pas, on voit qu'il y a quand même un effort très très appuyé de ce gouvernement d'aller sur les thématiques régaliennes. Après, est-ce que ça fonctionnera ou pas? Et surtout, est-ce qu'il y aura les budgets en conséquence? Parce que il y a beaucoup de questions d'affichage. Le sujet de fond, ce sera le budget. Est-ce qu'on a un budget voté et qu'est-ce qu'il y a dedans en bout de course? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de grandes annonces qui ont été faites dessus par le Premier ministre. Et Gérald Darmanin a demandé à ce que son budget il commence à mettre la pression. Donc il s'est exprimé hier, c'est ça, mardi. Il a choisi de se rendre hier pour son premier déplacement au tribunal judiciaire d'Amiens dans la Somme et au centre pénitentiaire de Liancourt. Et il a fait des annonces, ou en tout cas il a exprimé des souhaits sur un fonctionnement un peu différent de la justice, avec des peines de prison exécutées rapidement. Ça va poser, ça vous laisse perplexe, Baptiste Non, mais Ménard. c'est pas ça, mais les sujets ne manquent pas pour Gérald Darmanin. Non. C'est le temps qui va lui manquer, parce que on sait bien que, et notamment sur un ministère comme le sien, on a besoin de temps long pour projeter, y compris par rapport à sa ligne politique que je partage pas sur tous les points, mais on a besoin de temps. Donc si le gouvernement, même en admettant que le gouvernement par exemple survive jusqu'à la prochaine dissolution, on n'aurait pas le temps dans un ministère comme le sien de voir déjà les bienfaits ou les méfaits de sa politique. Je pense que Gérald Darmanin finalement applique la méthode Retailleau, c'est-à-dire d'imprimer le plus rapidement possible. Voilà, donc ça c'est de la com. Après sur le fond, bon, il y a des thématiques qui demandent d'être traitées. Moi j'ai eu quand même un léger sourire en voyant Gérald Darmanin demander d'augmenter les moyens du ministère de la Justice, que lui-même avait refusé de faire lorsque c'était sa collègue Nicole Belloubet et que lui tenait les cordons de la bourse. Donc on verra si il arrive à convaincre Amélie de Montchalin. Après sur le fond, il y a des sujets très importants effectivement à traiter. La question, parce qu'il dit que il veut, comment dirais-je, stimuler les peines courtes avec les emprisonnements. Bon, très bien. Sauf que aujourd'hui, la situation, c'est la surpopulation carcérale. Et même si on construisait des prisons, là encore, il faudrait un minimum de temps. Il y a la question de la radicalisation dans les prisons, dans les établissements pénitentiaires, qui est un problème majeur. Gérald Darmanin parle de la question de la rapidité avec laquelle sont traitées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, des victimes qui sont dans la souffrance de voir les procédures s'étaler dans le temps, mais c'est parce que la justice manque cruellement de moyens. Donc ça veut dire qu'il faut recruter des greffiers, c'est-à-dire qu'il faut recruter des magistrats. Oui, mais plus de rapidité, plus de fermeté, il faut donc plus de moyens. Nous verrons maintenant effectivement le 14 janvier si les actes sont, les paroles sont suivies d'actes, et si il arrive à obtenir les moyens qui manquent cruellement au ministère de la Justice. Oui. Florian. Sur la question des moyens, c'est sûr qu'il faut peut-être rappeler que le ministère de la Justice en France a rapporté au nombre d'habitants 2 fois moins de budget que le ministère de la Justice allemand. Et qui avait déjà eu une augmentation assez importante à l'époque de Dupond-Moretti, qui avait eu la plus forte augmentation de budget du gouvernement. Exactement. Donc je pense que là-dessus, il y a probablement un consensus sur le fait de donner les moyens à la justice de faire son travail. Et je pense que là où Gérald Darmanin va principalement imposer sa marque, c'est sur la ligne. Et sur la question du syndicat national de la magistrature, par exemple, il va avoir le pouvoir de nomination. Il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir faire. Et parce que
replaçons-nous un peu dans l'histoire. Et sur les 30 dernières années, est-ce que nos auditeurs peuvent citer un seul ministre de la Justice qui a un peu marqué la place Vendôme, à part Robert Badinter? Non. Et donc, Gérald Darmanin, c'est ça qu'il va essayer de faire. C'est la première fois que, effectivement, un ancien ministre de l'Intérieur devient ensuite ministre de la Justice. La deuxième. Il y avait eu Michel Alliot-Marie avant. Ouais, c'est effectivement. Vrai. Mais c'est ce qui avait d'ailleurs été probablement mais une bonne ministre de la le chantier est colossal et effectivement, il faut bien commencer par quelque chose. On va y revenir et je vous donne la parole, Georges, juste après la pub. À tout de suite. Restez avec nous sur Sud Radio. Nous étions donc nous parlions des déclarations de Gérald Darmanin qui veut donc plus de budget. Il déplore une justice trop lente. Il veut des places de prison pour les courtes peines, donc construire des prisons. Georges Kuzmanovic, ces déclarations, est-ce que c'est de la com? Est-ce qu'il faut bien commencer par quelque chose? On parlait du temps long et du temps court. Effectivement, quelle garantie pour ce gouvernement de pouvoir réellement agir? Je vous pose toutes ces questions. C'est un marronnier, ça revient régulièrement, mais vu le budget et vu la très faible capacité, la force de ce gouvernement, ça va être très très dur de mettre en œuvre cette politique-là. Mais une réforme est effectivement nécessaire, vous l'avez déjà dit. On a un déficit, malgré l'augmentation du budget sous Dupond-Moretti de la justice. On manque de magistrats, on manque de greffiers. On a 2 fois moins qu'en Allemagne, comme ça a été dit, 2 fois moins qu'en Grande-Bretagne. Bon, ça c'est une chose. Donc la justice est lente. On est arrivé à un taux le plus bas historiquement. On a 38% des Français qui font confiance à la justice de leur pays. C'est catastrophique. Et ça montre une démocratie qui est malade. On a également un pouvoir des juges qui se fait, qui est problématique. Et pour ce qui concerne la construction de places de prison, c'est une politique de long terme qu'il faudrait avoir. Et effectivement, il faudrait des places de prison pour les délinquants mineurs, mais pas dans des prisons normales et avec ou quelque chose qui soit réellement enfermé, séparé de leur cadre criminogène et où ils aient une éducation. Oui. Madame Royal avait proposé ça il y a des années, mais ça demande effectivement non seulement des investissements, mais une réforme complète de la logique pénale. Et il faudrait peut-être moins mettre en prison certaines personnes qui ne devraient pas y être, mais ça pourrait être une réforme autour de la consommation et de la vente de cannabis, comme l'ont fait les Suisses, non pas en libéralisant complètement, mais en autorisant une vente légale avec un certain taux de THC qui permet de décapiter 80% du marché sur le cannabis récréatif. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de petits dealers en prison aujourd'hui. Alors, vous avez cette petite criminalité qui n'est pas sanctionnée quand elle devrait être entre 14, 15, 16, 17 ans, qui fait du petit deal, du petit vol, puis qui monte un peu en grade, et puis tout à coup, à 18, 19 ans, se font attraper sur quelque chose parfois pas plus grave que ce qu'ils avaient fait pendant les 5 ans qui ont précédé. Et là, ils prennent cher et se retrouvent en prison sans logique éducative ou de réinsertion après. Bref, on a un système qui ne règle pas le problème de la criminalité. Le problème principal, encore une fois, c'est le délinquant mineur. Et les multirécidivistes. Alors, ce que dit Gérald Darmanin aussi, c'est que nous n'avons pas forcément besoin de prison avec des miradors et des barbelés. Et il se dit très sensible à l'idée que les petites peines, des peines courtes, doivent être exécutées. Et c'est un vrai problème pour les victimes qui voient parfois leurs agresseurs arrêtés, relâchés en attente d'un éventuel procès ou des affaires qui sont classées. Il faut rappeler qu'il y a quand même 100 000 peines non exécutées par an. En fait, ça participe de la culture d'impunité. À partir du moment où, en gros, on fait un peu ce qu'on veut, les policiers vous attrapent, vous êtes condamné, puis en fait vous ressortez libre. C'est un vrai souci tant pour les victimes, et qu'après les condamnés font la nique, aux policiers juste derrière. Ça installe une culture qui en fait c'est elle qui est problématique, parce que cette culture donne aussi l'impression que le crime paye davantage que d'aller travailler, alors qu'à l'inverse, si quand vraiment
voilà, on est arrêté par la police, la justice fait son travail derrière et on a des vraies peines. Là, quelque part, dans la balance entre le crime et le non-crime, ça change. Ouais. Sauf quand on est gilet jaune. Je vous rappelle la répression des gilets jaunes. Les comparations étaient immédiates et immédiatement c'était la prison pour des gens qui n'avaient jamais eu carnet de casier judiciaire, un taux jamais vu. Et là, il n'y avait pas de laxisme ni de la police, ni de la justice. Les choses se sont faites très efficacement. C'est ce deux poids deux mesures qui choque les Français aussi. Oui, Jean-Philippe Dubois-Clément. Il y a deux choses. Il y a l'exécution des peines et notamment effectivement des courtes peines qui, parce que c'est des faits souvent mineurs avec des peines faibles, sont les dernières exécutées et là-dessus on a un vrai problème d'adaptation de la réponse pénale. Et puis il y a un deuxième sujet qui n'est pas celui évoqué par le ministre, mais qui, moi je le vois en tant que maire, et quand même quotidien, c'est les délais d'instruction pour obtenir une condamnation. Parce que quand vous avez des jeunes gens qui sont multirécidivistes sur des trafics, des agressions, des dégradations, des menaces, des injures, des outrages, et qui se retrouvent à attendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi pour faire l'objet d'une éventuelle mesure de contrainte, voire d'une éventuelle condamnation qui elle-même va être effectuée ou pas, là le sentiment d'insécurité pour les victimes il est extrêmement fort parce que la personne qui a menacé, qui a racketté l'enfant, qui a dégradé la voiture, elle est toujours là, elle est toujours présente dans la commune et elle est effectivement en attente d'eux. Très bien, il y a une garde à vue, relâchée au terme de la garde à vue avec une date pour un renvoi au correctionnel à 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois qui elle-même va potentiellement faire l'objet d'un nouveau renvoi si l'avocat le demande. Et le problème c'est les délais d'instruction et de sanction. Il y a la question de l'exécution, mais vraiment le délai de réponse face à des faits de délinquance qui créent un sentiment d'insécurité et d'injustice absolument effroyable. Et pour les plus modestes de nos concitoyens, parce que c'est eux les premières victimes. Les gens, entre guillemets, les plus aisés, ils habitent dans des quartiers un peu plus protégés, ils ont un peu plus de capacité à se protéger, et souvent ceux qui prennent pleine bille la montée de l'insécurité, c'est les plus fragiles. Oui, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un que je connais qui a porté plainte il y a plus d'1 an, à la rentrée de l'année dernière, pour une suspicion d'agression sexuelle sur un enfant en maternelle. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. C'est-à-dire même pas dossier classé, rien. C'est-à-dire que personne ne l'a rappelé. Personne ne l'a rappelé. Elle a rappelé l'enquête, dit oui, on est en train d'enquêter, etc. Ça fait 1 an et demi. Je veux dire, quelle réponse de la police, de la justice? Soit on dit madame l'affaire est classée, soit on dit mais là il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de suivi. Vous avez l'impression, et je pense que c'est le cas, ce que vous racontez, que vous vivez dans votre commune pour énormément de nos concitoyens. Donc je sais pas les cas de crimes sexuels et de viols, c'est le pire, Valérie. Oui. C'est vraiment, vous avez raison. Non, mais pour un enfant, une suspicion sur un enfant en maternelle, dans une école catholique. Donc, et récemment, il y a eu cette affaire d'une mineure qui avait des problèmes, je ne sais plus, cardiaques, qui a été violée pendant plusieurs années par des pompiers. Le procès a duré 9 ans. Ouais. 9 ans. Et finalement, les peines ont été assez ridicules. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous êtes victime de viol en multirécidive, en plus, 9 ans, ça n'a pas de sens. Donc, on va voir ce que Gérald Darmanin pourra faire dans le temps qui lui est imparti. Mais c'est vrai que, en tout cas, il y a comme vous l'évoquiez avec Bruno Retailleau, il y a en tout cas un message qui est en train de passer. Baptiste ? Oui, non, mais après effectivement, là, par rapport à l'histoire que vous racontiez, c'est que la non-réponse est presque pire qu'une réponse qui ne serait pas à la hauteur de l'attente qu'avait placée la victime. Bien sûr. Mais effectivement, moi je ne mets pas en cause l'engagement des forces de police, je ne mets pas en cause l'engagement des magistrats qui sont débordés. C'est qu'ils sont complètement débordés, et ça rejoint la question qu'on a évoquée tout à l'heure sur la question des services publics. C'est-à-dire qu'il y a un état de délabrement de nos services publics. On parle de l'école, on parle de l'hôpital, mais on parle aussi, moi je considère que la sécurité fait partie des services publics, qu'en particulier d'ailleurs, effectivement, elle frappe d'abord nos concitoyens des catégories les plus populaires et les plus modestes, et que donc l'État doit y répondre. Après, il est vrai que le contexte dans lequel nous nous trouvons d'un point de vue financier et budgétaire n'est pas le plus propice pour apporter des réponses sonnantes et trébuchantes et rapides. Donc c'est pourquoi la question de la construction du budget va être primordiale et va être intéressante. Et moi je souhaite qu'effectivement sur ces
question-là, on mette le paquet. Oui, mais alors là, pour moi, on touche quand même le problème de ce pays depuis des années. L'État veut tout faire, et à force de vouloir tout faire, fait tout mal. L'État est devenu incapable de se recentrer sur ses compétences régaliennes, sur ses compétences essentielles, et on est dans un pays aujourd'hui qui est en train de mourir politiquement et budgétairement de son éparpillement. Moi, je pense qu'il faut que l'État accepte de lâcher prise dans un certain nombre de domaines, de faire un peu moins, dans un certain nombre de cas, de se poser la question d'une véritable décentralisation. Aujourd'hui, il y a trop de collectivités locales, mais qui n'ont pas assez de pouvoir individuellement, qui n'ont pas assez de ressources. On est un des pays les plus centralisés dans les grands pays occidentaux, quand on compare à l'Allemagne, quand on compare à l'Italie, quand on compare à l'Espagne, quand on compare aux États-Unis, on est un des pays les plus centralisés. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on ait ce courage, ce qui est très dur sur une période aussi courte, quand on est dans une situation d'urgence budgétaire avec des agences de notation qui tiennent le pistolet sur la tête des Français avec une potentielle dégradation de la note, quand on n'a pas de majorité forte à l'Assemblée nationale, mais il faut qu'on ait le courage de dire il faut que l'État accepte de lâcher prise, de se recentrer sur son cœur de cible, de se recentrer sur le régalien, et parce qu'il n'y a pas les moyens de tout faire. Et quand on parle de la santé, quand on parle de la justice, quand on parle de la sécurité, quand on parle de l'éducation, on est dans le régalien. Et ça, on l'assume plus aujourd'hui. Mais c'est un débat d'une élection présidentielle, parce qu'effectivement, cela nécessite que les Français puissent faire un choix éclairé. Et en l'occurrence, là, c'est un peu compliqué. Et effectivement, moi, je suis aussi favorable à ce qu'on donne véritablement aux collectivités territoriales et locales les moyens, parce que la réalité, c'est que parfois, il faut aussi le dire, les collectivités territoriales sont mieux à même de mener des politiques publiques efficaces que l'État. Et à l'inverse, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur, par exemple, la politique de l'enfance, peut-être que là, ce n'est peut-être plus à la collectivité territoriale de traiter de ce sujet, mais à l'État. Mais tout ça, c'est une question de présidentielle, et il est bien évident qu'on ne pourra pas le traiter actuellement, et encore moins dans le contexte politique d'une Assemblée nationale complètement morcelée, et où on peine à voir effectivement ce que les Français ont décidé à l'occasion des élections législatives anticipées. Florian, Gérard, merci. On va prendre légèrement le contre-pied. Sur la décentralisation, honnêtement, ça fait des décennies qu'on décentralise. Si on regarde, la France va pas spécialement mieux. Si on regarde dans la fonction publique territoriale, les effectifs ont explosé. Donc une grande partie quand même de notre déficit et du poids administratif français vient des collectivités territoriales. L'État, en fait, a été mis à la diète pendant que les collectivités, elles, sont devenues de plus en plus. Ce n'est pas vrai. Non, ça, regardez les chiffres. Regardez les chiffres sur le nombre de fonctionnaires territoriaux. C'est monstrueux. Donc, et juste par exemple sur le budget de la justice, c'est seulement 10 milliards. Donc même si on voulait augmenter de 10% le budget de la justice, ce serait juste 1 milliard de plus. Quand on regarde ce qui est dépensé dans la fonction publique territoriale, sur un ensemble de politiques publiques qui ne sont pas efficaces, on regarde sur le logement, sur des choses comme ça, c'est des ordres de grandeur. Le logement est une compétence d'État qui n'est pas déléguée aux collectivités. Oui. C'est un très bon exemple. 75% de l'investissement public, c'est-à-dire de l'investissement utile dans l'économie réelle, c'est les collectivités locales dans ce pays. Absolument. Contrairement à l'État, les collectivités locales votent le budget de fonctionnement à l'équilibre. Et le seul emprunt qui est autorisé, c'est pour financer de l'investissement. Et là où je vous rejoins, par contre, c'est que d'une part, on n'a jamais décentralisé, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur une forme de déconcentration où l'État décide à la place des collectivités sans leur donner les moyens. D'une part, il y a une tutelle sur les collectivités de l'État qui n'existe dans aucune autre grande démocratie, et en sens inverse, on n'a jamais eu le courage, on a créé un millefeuille terrible, et ça, on paye le nombre de fonctionnaires là-dessus. Quand vous avez des communes, des agglomérations, des syndicats, des départements, des régions, et là il y en a trop, et c'est là-dessus où on doit avoir le courage de réduire le millefeuille, parce que là il y a des économies à faire. On y revient dans un instant, c'est l'heure du journal, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 12h30 pour les débats, et à 12h30, l'œil de l'expert sera consacré au mal de dos et aux bonnes résolutions pour justement faire peut-être un petit peu plus de sport. Pour commenter l'actualité, toujours avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, Florian Gérard Mercier, directeur des études du millénaire, et Baptiste Ménard, maire adjoint de Mons
Vincent Barreul est membre du bureau national du PS. Alors Georges Kuzmanovic, on a été interrompu par le journal. Peut-être une réaction à ce que nous disions justement à propos du budget et des possibilités de ce gouvernement, en particulier du ministre de la Justice. Ouais, écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les possibilités sont très, très faibles, en fait. On fait face à un risque de la dette, on a parlé des taux d'intérêt, la situation est très, très, très mauvaise, d'autant plus que Bruno Le Maire, contrairement à ce qu'il avait promis à la Russie, a mis l'économie française à genoux en 7 ans. Et en ayant des comptes insincères, comme disait la commission des finances publiques du Sénat, ce qui était une manière polie de dire, ils ont même parlé de mensonge d'État. Donc cette situation n'est toujours pas réglée, et Emmanuel Macron s'en défausse sur ces 2 gouvernements de Michel Barnier et de M. Bayrou qui sont très faibles, et pour leur rejeter la responsabilité de ce dont ils sont responsables. Ouais. Et donc les moyens d'action sont très très faible. D'autant plus qu'il n'y a aucune orientation sérieuse qui soit prise, qu'elle soit de droite ou de gauche. Mais quand on est de gauche, par exemple c'est le nouveau Front Populaire, parle de taxer les super profits, ce qu'a même envisagé Michel Barnier, mais ça semble abandonné. Il faut quand même rappeler que dans ce pays, sur les 15 dernières années, les 500 premières fortunes ont augmenté leur fortune de 427%. C'est le meilleur endroit sur Terre pour faire fortune, c'est la France, si on est millionnaire et milliardaire. C'est entre 1996 et maintenant, dans la part du PIB détenue par les... Ça veut dire que c'est des entreprises qui fonctionnent. Donc c'est un peu un paradoxe par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Non, c'est contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure sur le mantra qu'il faut décentraliser. L'État est faible, je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur, l'État est faible en France, il a été affaibli pendant 40 ans. Il n'a plus le moyen de réguler, on ne peut pas taxer. Ces gens-là se déplacent comme ils veulent à travers l'Union européenne et dans le monde, de paradis fiscaux en pays de l'Union européenne qui ont une fiscalité qui leur permet de ne pas payer d'impôts. Les petits patrons, les employés, les artisans sont taxés à mort, alors que ces gigantesques fortunes et ces multinationales ne le sont pas. Un exemple, apparemment, M. Bayrou ne fera rien. On pourrait aussi avoir une vision plus libérale, se dire, allez, on va soutenir les jeunes, on défiscalise à mort pendant 5 ans pour ceux qui innovent en France. Bon, il n'y a pas de proposition non plus dans ce sens-là. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ces gens-là gèrent délai le moment où la catastrophe va tomber sur la France, c'est-à-dire une crise financière très grave. Bon, je voudrais peut-être que vous me disiez chacun ce qui a marqué pour vous l'année 2024. Je rappelle le sondage qui a été fait par Frédéric Dabi, l'enquête pour Ouest France, où on apprend que c'est la dissolution qui est l'événement qui a le plus marqué les Français avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Jean-Philippe Dugouin-Clément, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année, ou une personnalité qui vous a marqué ? Il y a eu énormément de choses en 2024. Ouais. Moi, je prendrais la réélection de Donald Trump. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on mésestime, mais qui va profondément, et pas forcément bien, changer beaucoup de choses. Déjà, ce qu'on va avoir les États-Unis qui vont revenir sur un mantra beaucoup plus dur, beaucoup plus isolationniste. Vous avez entendu dans le journal. Bon, là, on a la question, le Canada qui est le 50e État, Trudeau qui est un gouverneur. Enfin, je pense que les humoristes n'ont pas fini. Pour le coup, il y a un marché qui va se développer sur ce secteur-là, mais ça va être des relations commerciales beaucoup plus dures à l'international, des questions financières pour les pays européens, avec une volonté de désengagement de l'OTAN, des États-Unis financiers extrêmement coûteux pour l'ensemble des pays européens, et ça rend effectivement la question de savoir si on est capable, pays occidentaux, pays européens, de jouer un peu groupé par rapport à l'ogre des États-Unis ou pas, absolument fondamental. Ça risque de poser ou d'avoir toute une série de conséquences en Ukraine, au Moyen-Orient. On sait et on voit qu'on s'oriente probablement vers un glacis du front en Ukraine, pas une paix, mais un glacis. Et je pense que cette élection de Trump aux États-Unis, quand on enlève le côté on l'aime ou on l'aime pas, c'est un personnage qui est très caricatural, c'est quelque chose qui va avoir énormément de conséquences pour nous dans les 3 ou 4 ans qui viennent.
Oui, ça arrive en 3e position dans les événements survenus en 2024 qui ont marqué les Français. Vous peut-être une réaction? Oui, Florian? oui, je pense que c'est peut-être la bascule majeure de cette année, avec aussi peut-être l'implication d'Elon Musk, le rachat de Twitter et les implications que ça a. Je pense que, pour rester sur Elon Musk, moi c'est ça qui m'a le plus marqué dans cette année, c'est les vols de Starship, Oui. parce que pour resituer, c'est donc le système de lanceur que Elon Musk a voulu mettre en place avec SpaceX pour pouvoir aller sur Mars. En fait, en 2016, il avait présenté lors de la conférence annuelle de l'astronautique, à l'époque il était introduit par le président du CNES, il avait exposé son plan pour aller sur Mars, pour faire qu'un aller-retour sur Mars coûte seulement $200,000, donc une somme en somme toute abordable. En économisant toute sa vie, on pourrait envisager d'y aller. Et en fait, ce plan s'articulait sur différents axes et peut-être souligner quand même la prouesse d'ingénierie en 8 ans d'avoir réussi à avoir ces Starships qui s'envolent, qui rentrent en orbite, qui rentrent, les boosters qui sont réutilisés. Tout ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais imaginées avant. En 2016, tout le monde se moquait de lui en disant c'est impossible. Et en fait, il a à peu près tenu les durées. Et ça, c'est peut-être encore plus que l'élection de Donald Trump, quelque chose qui va faire basculer peut-être l'ensemble de l'humanité vers un nouveau monde. Si il se met à y avoir des humains sur Mars à l'horizon 2050, 2100, c'est encore une autre bascule. Donc voilà, pour moi, 2024 ça restera peut-être dans l'histoire comme l'année où les Starships ont pris leur envol pour la première fois. Ouais, Georges. Alors, sur l'élection de Donald Trump, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. On est obligé de marquer une pause, pardon, c'est l'heure, 12h15, vous êtes coupé par la pub à chaque fois, mais on va y revenir dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Alors Georges, on vous a coupé la chic comme on dit. Vous voulez réagir à la personnalité qui a marqué, ou l'événement qui a marqué Jean-Philippe Dugouin-Clément, c'est l'élection de Donald Trump. Alors peut-être une réaction, puis après vous nous direz vous ce qui vous a marqué. Oui, réaction rapide, c'est l'enquête enfin du Wall Street Journal, donc un journal qui a été longtemps en soutien de Donald Trump et qui montre que, il le savait très bien, depuis 4 ans, Joe Biden n'est pas réellement président des États-Unis et c'est a priori Jack Sullivan et Anthony Blinken qui ont fait la politique américaine, des gens non élus, et c'est un véritable problème. On verra ce qui sortira avec Donald Trump. Peut-être pas le meilleur, vu les menaces qu'ils viennent faire entre le Groenland, le Panama et le Canada. C'est amusant. Bon, les États-Unis est leur meilleur. Non, moi, ce qui m'a marqué cette année, d'abord, ce sont les catastrophes climatiques mondiales. L'année 2024 est caractérisée par des événements climatiques extrêmes à travers le monde, des canicules, des inondations, des sécheresses ahurissantes dans le sous-continent indien. Avec des températures mondiales qui ont dépassé 1,5 degré. Les niveaux tels qu'ils étaient avant l'ère pré-industrielle. Donc voilà, il y a eu une COP qui n'a pas donné grand-chose en Azerbaïdjan, c'est assez catastrophique. Voilà. Et l'autre événement, ce qui s'est passé en même temps, c'est le renforcement des BRICS et la constitution d'un système de contournement du dollar. C'est, je pense, avec BRICS Clear, et c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour l'avenir de la géopolitique. On vous a perdu, mais... Oui, moi j'aurais pris aussi la réélection de Donald Trump, parce que pour à la fois ce qu'elle symbolise, ce qu'elle dit aussi, et y compris des démocrates américains, et pour les impacts que ça va avoir, effectivement, y compris sur les questions géopolitiques, géostratégiques, et même dans la dimension économique. Donc je pense que ça, c'est vraiment une... J'ai bien aimé votre terme de bascule, parce que je crois qu'on change de dimension, et à mon avis, on est effectivement qu'au début. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'il va pouvoir profiter de la faiblesse, finalement, d'un certain nombre de grandes puissances dont nous sommes, d'ailleurs la France, et de l'incapacité aussi, parfois il faut bien le dire, par exemple de l'Union européenne, de peser
Et donc ça c'est vraiment une inquiétude. Et puis peut-être pour être plus positif, j'aurais pris les JO pas seulement sur la dimension sportive, mais pour dire que finalement nous sommes encore capables aussi d'un certain nombre de choses. Et d'ailleurs c'est pareil pour la reconstruction de Notre-Dame. Je trouve qu'on ne dit pas assez le génie français finalement et la capacité que nous avons les uns et les autres sur des causes qui sont plus grandes que nous à nous dépasser et être à la hauteur des événements et à permettre que la France rayonne dans le monde. Et ça, je crois qu'il faut aussi le dire pour se dire qu'on est encore capable aussi de grandes choses. Ça arrive en deuxième position, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, cité évidemment par les Français de très nombreuses fois, et le procès des viols de Mazan également, qui c'est arrivé en fin d'année, mais qui a été aussi un des événements marquants de cette année. Peut-être qu'ils n'ont pas été interrogés. Moi, je voulais citer la rétractation de l'étude du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine, officiellement invalidée. On n'en a pas suffisamment parlé, mais l'éditeur de la revue qui l'avait publiée en mars 2020 a donc rétracté cette étude qui évoque des problèmes liés à la méthodologie, à l'éthique de la publication et qui invalide finalement tous les résultats qui avaient été annoncés par le professeur Raoult. Et c'est quand même un fait important, c'est-à-dire qu'il y a eu des études sauvages, entre guillemets, faites sur des SDF, sur des gens à qui on n'avait pas demandé l'autorisation, et surtout sur les effets avec des dangers, la mise en danger de patients. C'est ce qu'a déclaré la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Donc je sais que c'est un sujet très polémique et très inflammable. Néanmoins, on a quand même des spécialistes qui aujourd'hui nous disent que cette étude était fausse et si je me permets, Virginie, Valérie, vous avez parfaitement raison. Et on ne parle pas assez de la catastrophe qu'a été Bolsonaro avec l'hydroxychloroquine et la distribution d'antibiotiques comme des petits bonbons. Ouais. Au niveau de l'OMS, ça a réduit de 10 ans. Ça a accéléré de 10 ans l'antibiorésistance d'un très grand nombre de bactéries. Ce sont vraiment des débiles. Ouais. Et c'est une catastrophe pour l'humanité. Si seulement ça pouvait amener à ce qu'à l'avenir, on ait un peu moins de conspirationnisme et un peu plus d'écoute des scientifiques, ça serait quand même une bonne chose. Oui, parce que ça a été une défiance totale sur la vaccination en France, où on a beaucoup de retard. Il y a une défiance totale sur le vaccin aujourd'hui. Mais je pense que, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde ouvert. Il y a chaque État a ses propres intérêts. Donc, en fait, se dire qu'on peut avoir raison contre l'ensemble du reste du monde, en fait, ça n'avait pas de sens d'emblée. Le simple fait que les autres pays, ils ont testé aussi l'hydroxychloroquine, ils ont vu que ça marchait pas. Ouais. Puis voilà, et il fallait passer à la suite. Et sur les vaccins, on est dans le même ordre de choses. Il faut pas non plus prendre les vaccins. En fait, c'est ça aussi le sujet, c'est de prendre les vaccins comme un seul tout et que tous les vaccins soient identiques. C'est pas du tout le cas. Il y a des vaccins qui sont, chacun est différent et avec des profils différents également. Mais à partir du moment où ils sont mis sur le marché et qu'aucune preuve de nocivité n'a été faite, je pense au vaccin contre l'hépatite B, où il y a eu toutes ces histoires d'autisme et autres qui n'ont jamais été prouvées, où on voit qu'on est en retard sur le vaccin, sur le papillomavirus. Enfin, il y y a vraiment de... Non, il y a un vrai sujet. En fait, là où il faut faire confiance, c'est sur les études de pharmacovigilance. Absolument. Après, place sur le marché. Le Mediator en est un bon exemple, justement. C'est qu'il y avait des soucis qui sont apparus et tout le scandale est sur le fait que ça ait tenté d'être tué. Et c'est sur ce genre de choses qu'il faut agir. Mais c'est dans l'ordre des choses que certains médicaments, une fois sur le marché, se révèlent avoir certains problèmes. Oui, on est quand même au pays de Pasteur et où le recul global de la vaccination est quelque chose qui a d'un point de vue sanitaire des conséquences. On commence à avoir des craintes sur un retour de la polio aujourd'hui en France, ce qui est quelque chose qui avait été totalement éradiqué du pays. Et je pense qu'on a un effort collectif à faire en termes de santé publique, de regagner ce champ qui a été sur les années 2020-2021 avec la montée des peurs, la montée des conspirationnismes, la montée de l'Internet et des réseaux sociaux, avec cette espèce de big data totalement débridé, mais qui a fait un mal effroyable à ce pays d'un point de vue santé publique. Mais effectivement, il y a deux choses. Il y a d'abord, je crois qu'il y avait une étude là-dessus aussi sur la perte de confiance
dans la croyance dans la science et dans le progrès. Et ça, je crois que c'est aussi une source d'inquiétude, y compris par exemple dans les contextes que nous avons pu traverser dans le cadre du Covid et que nous traverserons sans doute encore demain. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement peut-être aussi par rapport à la réélection de Donald Trump, mais c'est la fake news, le fait que n'importe qui se proclame parfois expert en tout et en rien. Et donc là, je crois qu'il y a aussi un sujet majeur de travail sur l'éducation aux médias, au travail que vous faites, qui est vérifié, qui est sourcé. Et là, je crois que c'est aussi un domaine sur lequel il faut avancer. C'est très, très, très compliqué. Hein. Là, on rentre sur le sujet des réseaux sociaux, mais c'est important. Absolument. Oui, vous vouliez réagir, Oui, Florian? non, je pense que en fait, le problème, c'est qu'on ne cède pas avec certaines polémiques. Par exemple, la polémique des masques, c'est quand même l'État qui a dit oui, les masques. On a eu Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui dit on ne sait pas mettre un masque, c'est un geste d'expert. Pour que derrière, en fait, ce soit avéré que mettre un masque, c'était une des manières les meilleures de se prémunir de l'épidémie de Covid. Et je voudrais juste souligner plus récemment que sur l'origine du Covid, c'était la mantra, c'était que dire que ça pouvait avoir échappé du labo de Wuhan était une fake news. Ça a été la position officielle du gouvernement américain, et tout média qui disait l'inverse, en fait, disait des fake news. Mais sauf qu'aujourd'hui, la communauté scientifique elle-même dit que, bon, on ne sait pas, mais c'est l'hypothèse la plus probable. Alors c'est peut-être 60% de chance que ce soit le cas, mais c'est quand même l'hypothèse la plus probable aujourd'hui. Et on s'est rendu compte... En tout cas, c'est la décision du Congrès des États-Unis. Oui. Non, ils ont décidé, ils ont officiellement, le Congrès des États-Unis a officiellement déclaré le mois dernier que ça sortait de Wuhan. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, politiquement, ils ont décidé de dire ça. Mais au-delà de ça, c'est donc quelque part, quand on ne sait pas, en fait, il faut dire qu'on ne sait pas. Et je pense que quand les États et les gouvernements prennent des positions claires en disant « Ah, les scientifiques disent ça », alors qu'en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça, et ben ils n'aident pas la science. Et malheureusement, je pense qu'une partie de la défiance vient de là, en fait, et que les scientifiques, jamais un scientifique vous dira « C'est comme ça et c'est pas autrement », sauf quand il est vraiment très, très, très sûr. Mais dans des cas comme ça où ça venait d'apparaître, en réalité, il y avait beaucoup de nuances à mettre. Absolument. Et il n'y a pas eu assez de nuances à l'époque, je pense. Oui. Bah après, ça a été aussi on était dans l'urgence. On était dans l'urgence et effectivement, rien n'excuse tout cela. L'année 2025, vos souhaits, vos prévisions, une année, Baptiste, c'est un peu difficile là comme ça, enfin en tout cas politiquement. Moi, j'aimerais en tout cas que ce climat de tension dans la société, de sentiment de toujours être opposés les uns aux autres, dans la radicalité, moi j'aimerais que ça s'estompe. Bon, j'espère que ce n'est pas un vœu pieux, parce que vraiment, moi j'aimerais qu'on retrouve ça. Quand on voit, c'est une parenthèse, je voulais qu'on l'évoque aussi, parce qu'après on pense ce qu'on veut de Manuel Valls, mais l'insulte dont il a été victime sur France Inter et qui après a été retweetée et par des gens de la France Insoumise, c'est particulièrement lamentable, parce qu'on ne peut pas après s'indigner du fait que la maison de Jean-Luc Mélenchon ait été taguée, cette violence-là, et quand on l'accrédite, c'est lamentable, effectivement. Donc, moi j'aimerais que cette année on revienne sur un peu de bienveillance et un peu d'espoir en l'avenir. Et les discours radicaux qui n'ont qu'une chose, c'est essayer de mettre en avant ce qui ne marche pas, d'avoir quelque chose au fond un discours assez misérabiliste, de dire c'était mieux avant, il n'y a rien qui va, et puis on libère un flot de haine sur tout. Enfin, on voit le discours de LFI aujourd'hui qui est un discours totalement haineux, communautarisé, mais on retrouve ce même type de discours avec des variantes et d'autres cibles sur l'extrême droite. Moi, j'espère qu'on va aller vers un peu de bienveillance, un peu moins d'agressivité et de redonner un peu d'espoir. Enfin, on a été capable, vous parliez des JO de Notre-Dame, de se fixer des objectifs communs, d'arriver à les promouvoir. Je prenais en coup de cœur en début d'émission ce jeune Français à 25 ans, moins de 25 ans, qui est rentré à la NASA. On est dans un pays qui arrive à produire de l'excellence. Est-ce qu'on est capable collectivement encore de se parler sans s'insulter et puis d'essayer de mettre en avant des choses qui réussissent, qui marchent plutôt que ce qui va pas? C'est pas l'exemple qui a été donné par les politiques non plus ces derniers mois. Hein. Mais ils ont été en dessous de tout. On a été en dessous de tout, globalement. Voilà. Pour vous, Florian? Moi, je pense que ce qui m'a ce que je souhaite vraiment pour 2025, c'est que on voit une baisse des violences quand même. Il faut rappeler que l'antisémitisme et les attaques antisémites, les attaques antichrétiennes aussi, n'ont jamais été aussi importantes. Donc
ce que j'attends des politiques pour 2025, c'est de l'action. Voilà, parce que là, on a été beaucoup quand même dans des débats de ci, de ça, dans les questions de personnes aussi. Et j'espère que 2025 sera passé sous voilà, l'action publique et les politiques à mener et essayer de se mettre d'accord voilà, projet par projet, et que le Parlement finalement se mette au travail et prenne la pleine responsabilité qui est la sienne aujourd'hui, puisqu'on a un Parlement un peu de cohabitation. Et c'est ça ce rééquilibrage dans nos institutions, voilà, ce retour, que le réel s'impose aux politiques, c'est ce que j'espère pour 2025 et qu'on puisse enfin se remettre à aller de l'avant. Georges Kuzmanovic, vos souhaits? Moi, j'espère, peut-être à contrario, que les politiques, en particulier les macronistes, se rendent compte que l'extrême centre, les Français en sont fatigués à plus des 2/3 et qu'ils leur expliquent d'élection en élection, mais qu'on a toujours les mêmes gouvernants et les mêmes politiques. Et puis sinon, pour le monde, eh bien, j'espère que on trouvera une résolution pour Gaza, parce que ce massacre est abominable et continue. Une résolution en Ukraine, car c'est un suicide européen. Aussi, et que on n'a pas parlé effectivement de ce bombardement le jour de Noël par Vladimir Poutine. Oui, je vais dire, c'est secondaire. La guerre est terminée et ça va finir en catastrophe de toute façon, et aussi bien pour l'Europe que pour, je parle sur la question énergétique, que pour l'Ukraine où c'est déjà une catastrophe. Donc j'espère qu'il y aura une résolution, parce que les guerres finissent toujours et voilà, même les Français et les Allemands ont réussi à renouer après la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, ça serait l'espoir pour 2025, la cessation des conflits et une prière que dans le mois qui vient, Jack Sullivan et Anthony Blinken ne déraillent pas pour couvrir leurs méfaits, et ce qui sera, je suis certain, avéré comme un Watergate incroyable aux États-Unis, à savoir le détournement d'une présidence pendant 4 ans. Bon, à suivre tout cela, et merci à tous les 4 d'avoir été là aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Thierry Guerrier à partir de 11h. Merci à vous et très bonne journée sur Sud Radio.